Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle FAQ moto qui risque de durer un petit moment puisque nous sommes en live actuellement sur Twitch. Donc si vous regardez cette vidéo en décalé, en différé, eh ben, je vous invite vraiment à nous rejoindre la prochaine fois si vous en avez la possibilité sur Twitch parce que c'est un moment où on peut échanger, où on peut vraiment partager quelque chose en live et en plus de ça, vous pourrez me poser vos questions. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous invite à vous abonner à la Roadsters TV parce qu'on fait des foires aux questions mais aussi des tests, des guides d'achat, des tops, donc on s'amuse bien et puis on est présent sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, je sais plus. Donc voilà, on se retrouve donc aujourd'hui pour répondre à des questions, j'en ai quelques-unes sur Instagram et j'en ai d'autres qui sont directement en live avec les spectateurs et on va donc répondre à ces petites questions avec une petite musique d'ambiance. Si vous me dites qu'on n'est pas bien installé là, moi je peux plus rien pour vous. Alors, c'est le R qui nous dit « Je vends ma Z650 full, est-ce que tu penses que ça vaille la peine que je passe sur une ZX6R ou bien je passe direct à une ZX10R ?» Alors bien évidemment, hein, pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas quelles sont les différences entre une ZX6R et une ZX10R, je vais vous donner ces différences pas plus tard que tout de suite, nous allons y aller. Hop, c'est parti. Donc, nous sommes ici actuellement sur le site de Kawasaki, qui donc ont la ZX6R. Les deux sont des sportives et des vraies sportives, c'est-à-dire que ce sont des motos dont les demi-guidons sont en dessous du tête de fourche. C'est ce que je considère des véritables sportives. Et ensuite, la cylindrée détermine s'il s'agit plus d'une super sport, entre 600 et 800 cm3, ou une hyper sport de plus de 1000 cm3. Donc là, vous voyez qu'on est sur la ZX6R, donc qui est une machine dans laquelle on peut aller regarder un petit peu les caractéristiques. On est sur un 4 cylindres en ligne de 636 cm3, un choix que Kawasaki avait fait à l'époque pour donner un petit peu plus de couple à la moto, hein, qu'elle soit un petit peu moins creuse à bas régime que des équivalents 600. Et on est donc sur une moto qui est capable de délivrer 129 chevaux avec l'air forcé, le Ramer, une technologie que Kawasaki utilise depuis très longtemps. Et de l'autre côté, nous avons l'épouvantail de Kawasaki, hein, le fleuron technologique de Kawasaki et de puissance, qui est la ZX10R, leur hypersport ultime. Et du coup, eh bien vous avez ici la moto qui est elle aussi équipée d'un 4 cylindres en ligne, cette fois-ci 1000 cm3, et qui délivre, accrochez-vous bien, vos chapeaux, 203 chevaux et 213 avec l'air forcé. Donc, on peut tout de suite ici extrapoler et se dire qu'effectivement, bon, entre l'une et l'autre, on va se dire quand même que là, sur une ZX10R, on est très haut dans le game. Moi, il y a juste un truc que je dirais qui pourrait aller en faveur de la ZX10R, c'est le fait que la 6R a 69 Nm de couple touché à 10 800 tours minute, alors que la ZX10R a 115 Nm de couple, ce qui est d'ailleurs assez impressionnant hein, sur une hypersport de 1000 cm3 4 cylindres en ligne, touchée à 11 400. Donc on peut estimer qu'elle doit avoir environ une centaine de Nm à cette valeur-là de couple. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, oui, effectivement, on pourrait se dire que 213 chevaux, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Oui, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, la ZX10R, c'est une moto qui va avoir plus de couple que la ZX6R et être plus exploitable parce que moi j'ai utilisé une ZX6R, j'ai testé la ZX6R et c'est une moto qui est extrêmement creuse à bas régime. Donc la question se pose plus de comment tu veux vivre ta moto, comment tu veux la gérer. Et effectivement, si tu veux une moto un peu coupleuse, je le dis tout de suite, la ZX6R, ce ne sera pas la machine qu'il te faut. Si par contre, tu veux une moto qui soit très facile à manier, pas trop te faire peur au niveau de la puissance et qui soit très agréable, mais à peu près dans les mêmes gammes de poids, de cylindrée que ce que tu avais, oui, la ZX6R, ça peut être tout à fait adapté. Pour le salon de Lyon, t'as prévu d'y aller en solo ou tu penses organiser un trajet moto avec les Roadstars? Alors le salon du 2 roues de Lyon, les amis, j'y pars toujours en train, je n'y vais jamais en moto pour la bonne et simple raison qu'en fait le salon du 2 roues de Lyon, en fait, si vous me suivez et que vous avez déjà vu comment ça se passe, le salon en fait me tue. Le salon me tue littéralement, il m'achève, il me met carpette et qu'en fait j'ai énormément de contenu après à bosser et que je le bosse en amont dans le train sur mon ordi et en aval quand je pars. Et en fait aujourd'hui je me visualise plus d'aller faire ça parce que en fait il y a trop de taf. Vous savez, quand je sors du salon du 2 roues de Lyon, en règle générale j'ai filmé 100, 120, 130, 140 vidéos, je suis complètement éclaté. Malheureusement c'est pas l'événement le plus adapté. Adrax7 qui nous poste un message pour la toute première fois qui nous dit
perso, je cherche une moto avec vraiment très peu de budget pour l'instant, mais j'aimerais avoir quand même l'ABS obligatoire sur les motos à partir de 2017. Quelqu'un a une idée? Je trouve vraiment rien dans les 2000-3000 euros. Alors c'est des budgets qui sont un petit peu ingrats. C'est vrai que je te recommanderais à Drax de plutôt économiser pour aller chercher la tranche des 4-5 000 euros. À ce tarif là, à 2-3 000, tu vas vraiment être sur des machines qui sont soit très fatiguées, soit un peu rincées, et effectivement bon, ça va pas être idéal. J'aurais tendance à dire que le mieux serait d'attendre peut-être 2-3 000 euros. À mon avis tu vas peut-être trouver quelques ER6, et encore il faut voir. C'est un budget qui est, il est vrai, un petit peu ingrat. Je pense que je te le cache pas, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est un petit peu compliqué, donc à voir, mais c'est vrai que bon, je serais pas non plus le mec le plus optimiste de la terre là-dessus, quoi. Voilà, je fais juste une toute petite chose, les amis. Je suis juste en train de recadrer les petites questions que j'avais eues sur Instagram, mais vous pouvez me poser les vôtres et je vais y répondre. Voilà. Bonsoir Vegeta, bonsoir tout le monde, hein. Merci à vous de nous rejoindre, c'est super cool. Kazeshini c'est gentil, mais je pense que je vais la prendre neuve. Ok, très bien. Yvan sa ZX6R. Mais je t'en prie, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas d'ailleurs, si c'est pas encore fait, à vous follow à cette chaîne pour pouvoir suivre. Vous recevez toujours une petite notification quand on fait des nouveaux lives et tout. On fait des trucs un peu différents. Sur cette chaîne, je vais faire de la moto, mais je vais aussi faire un peu du jeu vidéo. Si vous aimez les jeux vidéo, un peu de sport aussi. Donc il y a des trucs. Après en neuf, je te conseillerais plutôt la CBR 600RR. Je n'ai pas testé la CBR 600RR encore, et c'est vrai que c'est une machine qui peut être excessivement intéressante. À date, on est sur une concurrente directe de la ZX6R. C'est vraiment la machine qui vient la concurrencer, avec du coup une puissance un tout petit peu moins élevée, mais un poids aussi un petit peu moins élevé. Vous voyez, on est sur 121 chevaux. Poids à vide 193 kg, et la ZX6R elle est à 198 kg. Donc vous voyez, alors poids à vide, c'est ça, la façon comme ils expriment ça, c'est pas le bon truc. Attendez, on va regarder ici en haut. Je vais vous retrouver les caractéristiques de la machine, caractéristiques et prix. Dimension et poids, poids tout plein fait 193 kg. Donc des fois ils utilisent plusieurs expressions pour le même truc et on comprend pas trop. Elle est trop stylée cette bécane, elle est très stylée. Quelle est la moto de mes rêves? Budget illimité. Ah, bonne question. La moto de mes rêves, salut Kim Campos, non j'ai pas répondu aux questions sur Facebook, d'ailleurs faut que je les récupère. Mais si t'en as une, pose là, y a pas de souci. Le Biking, non. La moto de mes rêves, j'ai du mal à répondre. Je pense que la moto qui me symbolise le mieux, on va dire, hein, si vraiment il fallait retenir une moto qui me symbolise le mieux et qui du coup pourrait être la moto de mes rêves, même si c'est une moto que j'ai déjà possédée, c'est celle-ci. Cette moto, c'est la moto qui me définit. C'est la moto qui m'a poussé à passer le permis. C'est la moto dont je suis tombé amoureux quand j'avais eu 9 ans. C'est la moto qui m'a rendu dingue des motos. Et c'est une moto avec laquelle j'ai eu une histoire très particulière. La Hayabusa, c'est une machine que j'ai possédée en 6 exemplaires différents. Chaque exemplaire a eu une histoire un peu tragique, parce qu'à chaque fois en fait je me suis retrouvé à devoir la vendre, soit parce qu'il y avait des problèmes dessus, le comble sur une Hayabusa qui est une moto, peut-être le moteur le plus fiable de l'industrie, soit c'était trop tôt et la moto était trop radicale pour moi, même si bon c'est une Hayabusa donc forcément c'est moins radical qu'une Hypersport. La dernière c'est la machine. C'est la machine avec laquelle on est parti faire le road trip en France avec Mathilde. Et c'est une moto dont j'ai dû me séparer pour des raisons financières. Je voulais mettre de l'argent de côté. Et je pense que s'il n'y en avait qu'une seule, s'il devait en rester qu'une seule, ce serait celle-là. Quand j'ai fait l'essai, vous savez, le dernier essai que j'ai fait sur YouTube de la Hayabusa, l'essai un peu scénarisé en mode histoire, etc. Ça a été très compliqué pour moi de la ramener. C'était très très compliqué pour moi parce que c'est une moto qui ravive énormément d'émotions chez moi. Merci à Drax7 pour le follow à la chaîne. Donc s'il y en avait une qui me définissait,
je dirais que ce serait la Hayabusa. Maintenant, si on partait sur un truc où on se disait que j'ai, on va dire, un budget de 100 000 euros, 100 000 euros de budget, je pense que mon garage de rêve serait un garage composé d'une Hayabusa, d'une ZH2 SE, d'une Super Duke 1390 et d'une Tuono Factory 2020 et potentiellement d'une Panigale 1299S. Ce serait vraiment peut-être les motos que je voudrais absolument avoir dans un garage où j'aurais budget illimité. Voilà. C'est pas super lourd, si c'est une machine lourde la Hayabusa, attention, c'est pas une moto qui va être à l'aise dans l'école de montagne de la même façon qu'un super motard ou qu'une hyper sport. C'est une machine qui véhicule quelque chose de différent. Mais ce qu'elle véhicule, moi, ça me touche au fond de moi, au fond de mon cœur de motard. C'est vraiment la moto qui me donne quelque chose d'unique et en ce sens, elle est vraiment, elle est là quoi, elle est ici, tu vois. Je me souviens, Moto et Motard qui comparait la Hayabusa à une grosse vache. Bah écoute, chacun compare ce qu'il veut comparer, tu vois. Enfin, on peut comparer la ZX-10R à une ballerine anorexique. Enfin, chacun voit midi à sa porte. Moi, je pense que toutes les motos, elles ont quelque chose. Et elles sont toutes capables de véhiculer quelque chose de différent. Et qu'après, c'est des ressentis personnels. Ma question c'était sur la Kawa Ninja 1000 SX, tu en penses quoi? Eh ben je pense que la 1000 SX Kim Campos c'est une moto absolument fantastique. C'est une machine extrêmement polyvalente, c'est véritablement le couteau suisse de Kawasaki dans un domaine on va dire un peu plus humain que la ZH2, enfin la ZH2, la H2 SX qui elle est vraiment une moto un peu radicale sur son positionnement de puissance. Mais d'ailleurs, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, juste ici là, regardez ici. L'essai de la Kawasaki Ninja 1000 SX, le couteau suisse de la moto. Et regardez bien. Cette vidéo, elle date du 21 août 2021. Regardez ça. C'est une date assez particulière pour moi parce que c'est 3 jours après avoir rencontré Mathilde que j'avais publié cette vidéo et ouais, je l'avais testé il y a déjà très longtemps la moto et ouais, c'est vraiment très cool. La 1000 SX, c'est vraiment une machine qui est super chouette, qui est très polyvalente, qui peut un peu faire tout ce qu'elle veut. Donc ouais, c'est vraiment une très bonne machine. Si c'est quelque chose que tu as prévu à un moment ou un autre d'acheter, sache que tu peux vraiment y aller sans aucun problème parce que ça fait très bien le travail. Donc oui, c'est totalement validé. La Ninja 1000 SX, c'est totalement validé. Hop, je fais un petit truc parce que regardez, j'ai des petites questions. J'ai des petites questions ici sur Instagram et j'ai pas récupéré celles de Facebook. Faudrait que je regarde quelles sont celles qu'il y a sur Facebook. Je pensais que les questions ne se mettaient que sur elles ne se mettaient que sur l'Instagram, mais en fait elles se mettent sur Facebook aussi, donc super. Tac, donc ça c'est génial. J'ai déjà quelques questions. J'ai essayé les deux et j'avais préféré la GSX S1000 GT perso. Alors attention, la GSX S1000 GT c'est une moto plus moderne, c'est le R. C'est une moto plus moderne et je ne te donne pas tort. Hein. Je préfère aussi la GSX S1000 GT, mais c'est une machine qui à mon sens est plus moderne, donc forcément c'est différent. Hop. J'ai une petite question ici, regardez, hop, on va la mettre comme ça, de Nicolas, 4049, donc salut à toi Nicolas si tu nous regardes. Quoi après une 1290 Super Duke? C'est une excellente question. Qu'est-ce qu'on achète après une 1290 Super Duke? Parce que finalement, quand on a acheté une Super Duke, bah en fait on a un peu touché le ciel et les étoiles. On va dire que il est difficile d'aller beaucoup plus loin qu'une KTM Super Duke. Donc, bien évidemment, on peut partir, si on le souhaite, sur une 1390, hein, puisque la 1390 Super Duke, c'est le successeur, c'est la digne héritière, finalement, de la 1290. C'est une machine qui est
extrêmement intéressante, hein. Vraiment c'est une moto qui est super cool, qui a beaucoup de qualité. Moi je lui trouve que très peu de défauts à cette machine, si ce n'est quelques petits détails au niveau de la finition, notamment en ce qui concerne cette tête de fourche qui est moins réussie à mon sens que sur la 990. Vous voyez qu'en fait juste ici il y a des espèces de trous en fait au niveau de la tête de fourche. Vous voyez là on les voit très bien. Et en fait ces trous, quand vous regardez ici sur la 990, vous allez voir qu'ils sont beaucoup moins présents. Pourquoi? Parce que en fait, vous voyez, en fait ils sont cachés. Parce qu'en fait, je vais essayer de vous le montrer. Là, sur le côté, il y a une espèce de barre en plastique qui vient ici accueillir les rétroviseurs. Et sur la 1390, en fait, ils ont pas fait ça. Ils ont fait quelque chose de différent. Ils ont mis les rétroviseurs, les clignots, excusez-moi. Ils ont mis les clignots au-dessus, là, sur cette espèce de barre qui fait corne de buffle. Et qui est pas génial. Moi je trouve ça pas génial. Donc j'ai plus de musique là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé encore? Attendez, excusez-moi. Je remets le son, c'est un petit peu... Ah non, ça marche. Alors pourquoi... Ok, bon. Je vais changer l'album, attendez. Je vais changer l'album. On va se mettre autre chose. Neko. Ça c'est pas mal. Hop. Donc ouais. Est-ce que quand tu as une 1290 Super Duke, tu aurais pas envie de moins puissant? Franchement, alors... C'est une excellente question. Envie de moins puissant, ça dépend les objectifs de chacun. Je pense qu'il n'y a pas forcément de règles dans ce domaine-là. Je pense que... en fait, on a tous un plafond d'ego. C'est une notion que j'aime bien, en fait, cette notion de plafond d'ego. Parce qu'en fait, vous savez, on peut arriver à un moment où on n'a plus rien à se prouver. Et jusque-là, on peut des fois chercher à se dire « Ah, j'aimerais avoir une moto plus puissante, etc. » Moi, par exemple, ce plafond d'ego, je ne l'ai pas atteint encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand je me dis « Je dois redescendre sur une moto personnelle, je dois redescendre en dessous de 175 chevaux », ça me fait chier. Ça me fait chier d'avoir une moto moins puissante que 175 chevaux. Alors que c'est complètement con, hein. C'est vraiment de l'ego qui parle, et j'en suis conscient. Et être conscient de ses tares et de ses lacunes, c'est peut-être une des meilleures solutions pour pouvoir progresser là-dedans. Mais du coup, en fait, au final, bah... Il y a certaines personnes qui n'atteignent jamais ce plafond d'ego parce qu'en fait elles sont très raisonnées, elles savent faire attention, ou elles se disent bah moi c'est pas mon objectif. Et quand t'as une 1290, en fait finalement... C'est pas tant la puissance qui t'excite sur cette moto, c'est vraiment le couple, c'est vraiment le côté hyper fun, hyper déluré de la machine qui fait que tu prends un pied phénoménal avec et c'est très cool. Donc après, c'est des positionnements, c'est les envies de chacun. Voilà, ça peut être un truc... je répondrais que après une 1290, avoir une 1390, c'est quelque chose qui est possible. Tu peux aussi, si tu le souhaites, si t'as moins de budget... Tu peux partir sur ça, te faire une petite cure d'ego justement, parce que cette moto, elle est fantastique. Cette machine-là, la 990, elle est vraiment hyper cool. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'essayer. J'ai trouvé que c'était vraiment une mini Super Duke plutôt qu'une Maxi 890. Vraiment, j'ai trouvé qu'elle était très cool. Après, on peut bien évidemment partir sur d'autres choses. On peut partir par exemple sur des machines de type Aprilia Tuono. Il y a des trucs sympas à faire. On peut aller chercher de la Street Fighter V4 ou alors de la ZH2, même si la ZH2 c'est un créneau un peu différent. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va plaire à tout le monde, mais c'est une possibilité. Adrax qui nous dit: je vois souvent des motards avec des visières Iridium, c'est pas interdit en soi, il se passe quoi au niveau de l'assurance en cas de problème? C'est quoi ton avis sur ça? J'ai du mal à trouver des infos là-dessus. Les visières Iridium sont totalement interdite. C'est interdit, tout simplement. C'est un des équipements, des accessoires qui sont interdits. En fonction du jour, de la chance, de l'officier de police sur lequel vous tombez, vous pouvez n'a rien à voir. J'ai envie de dire que si vous vous faites contrôler par un policier particulièrement compréhensif dans une situation où vous n'avez rien à vous reprocher, que votre contrôle technique est en règle, que votre moto ne fait pas un bruit de fou, que vous n'étiez pas en train de faire un wheeling, il y a quand même peu de chances qu'il vous allume pour une visière Iridium. Mais si vous étiez en train de taper votre meilleure roue arrière avec une moto avec un échappement décatalysé la nuit,
risque d'y avoir des problèmes. Vous savez, la tolérance des forces de l'ordre en ce qui concerne les motards, elle est à géométrie un peu variable, ce qui peut des fois aller dans notre sens, mais ça peut aller des fois aussi contre nous, parce que en fait, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on peut se retrouver juste sous les feux de quelqu'un qui doit faire son truc, et bon, il y a quand même beaucoup de motards qui ont toujours un petit truc qui va pas, un ou deux petits trucs qui vont pas. Oh, peut-être que je me trompe et que la majorité des motards sont parfaitement en règle. En règle générale, j'ai plutôt l'impression que c'est pas forcément toujours le cas. Donc voilà. Quand tu pars au Portugal, faut pas oublier de faire la Nationale 2, c'est du pur bonheur. Écoute, on a prévu de se faire pas mal de trajets avec Mathilde et de sortir un peu des grands axes, des autoroutes. Donc oui, on va très probablement passer par de très belles routes. On va être plutôt dans le sud, on va aller à l'Algarve. Il y a des belles choses à voir. Et je sais qu'après, on ira dans le nord à Porto, mais plutôt l'année prochaine ou après. Même les photochromiques, ils sont chiants. Ouais, bah de toute façon, c'est des choses qui sont interdites. Après, il y a beaucoup de tolérance. C'est comme l'interfile. Hein. L'interfile, c'est toléré, hein, c'est pas autorisé. Mais voilà, ils essayent aussi d'être un petit peu... Tes motos avec ou sans chicane alors, je vais me faire défoncer la gueule. Pas parce que je vais dire sans chicane, mais parce que j'ai une position particulière là-dessus. Moi, je suis de l'avis de dire que il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux tout à fait faire chier tout ton voisinage en tapant des rupteurs à 2 h du matin avec une moto parfaitement d'origine. C'est possible. Tu peux tout à fait faire chier tout le monde avec une moto d'origine en faisant un bruit de malade. Comme tu peux ne faire chier personne en ayant une moto déchicanée, en faisant attention à ce que tu fais. Alors après, attention, il y a des limites. Il y a des limites, d'accord. Fut un temps, quand j'avais la Super Duke 1290 V3, j'avais eu la bonne idée d'installer un SC Project CRT. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vais vous montrer. J'aurais plutôt dû me casser une jambe. Parce que, voilà. Mais... Gwelnix, merci beaucoup, c'est adorable. Il faudra que tu reviennes pour le prochain live, mon ami, d'accord? Parce qu'en fait, on est sur le point d'avoir le statut affiliate. C'est ce live-là qui va déterminer le statut affiliate. Donc c'est pour ça que je suis très content que vous soyez aussi nombreux, parce que j'avais vraiment besoin d'une bonne moyenne de spectateurs. Ce sera pour la prochaine fois, d'accord mon ami? Là pour le coup, c'est pas possible. Je suis désolé. C'est justement, c'est le live décisif. À partir de la prochaine fois, il y aura le comment dire, le truc. Donc, regardez. Pour que je vous montre, je sais même pas pourquoi je suis allé chez Aprilia, c'était KTM. Mais je vais vous montrer ce que j'avais mis sur la 1290, c'était n'importe quoi. Donc c'était une 1290 Super Duke V3 Euro 4, je pense qu'elle était. Et en fait, ce que j'avais installé, c'était ça. J'avais... Dans le milieu, on l'appelle la canette. Dans le milieu, on l'appelle la canette. Donc ça, je préfère vous dire que ça fait un bruit. Ça fait un bruit. Mais ça fait un bruit. Mais ça fait trop de bruit. Ça fait vraiment trop de bruit. D'ailleurs, attendez, parce que... Ah oui! Attendez, méga sympathique ce qu'on va faire là. Je vais juste faire une petite pause sur la musique. Et regardez, hop. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire ça. Je voulais faire ça. Super. Et là, hop. Écoutez. Écoutez le bruit que ça fait. C'est n'importe quoi. C'est vraiment trop. Pour le coup, c'est vraiment trop. Bon. Bon, vous aurez compris que c'était peut-être un peu too much. C'était peut-être un peu too much. Ah, mais attendez. Ah, mais quand on est là, vous perdez la musique. Oh, mais c'est triste. Vous avez pas la musique. Bon, c'est pas grave. La vidéo ne rend pas le son que ça faisait. Non, la vidéo rend pas le son que ça faisait. Et en fait, faut se dire que moi, j'avais pris ce truc-là parce qu'en fait, à la base, je trouvais la tessiture du son très chouette. C'était pas le bruit que ça faisait. Moi, je m'en fous du bruit que ça fait. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un son
qui est sympa, qui est grave, qui est rauque. Je m'en fous que ça fasse 100 décibels ou 60 décibels, c'est pas ça le problème. Je vais vous montrer un truc. C'est un peu particulier, mais ouais, regardez, je vais vous montrer un truc. Je vais vous remontrer un truc, vous allez voir. Hop. Je vais vous remontrer un petit truc. On va se remettre ici. Regardez. Écoutez ça. Écoutez le son. Bon, il est mal rendu, hein, mais... J'espère juste qu'il va tourner un peu la poignée. Écoutez comment il y a un truc rauque. Ah, mais attendez, ça capture pas le son, là? Ah si, c'est bon. J'espère juste qu'il va tourner un tout petit peu la poignée. S'il te plaît, mon ami, tourne la poignée. Ouais, d'accord, t'as mis des refroidisseurs en carbone, c'est cool. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette moto, qu'est-ce qu'elle est belle. C'était vraiment une machine magnifique, elle était magnifique. Avec le petit truc en carbone. Putain, il va pas tourner la poignée ce bâtard. Ah si, attendez. Écoutez, écoutez. Vous entendez ? Vous entendez comment elle a cette espèce d'agressivité. C'est même pas une question que le son soit très fort. C'est pas une question que le son soit très fort. C'est une question de ce son qui vous prend aux tripes. C'est incroyable. Mais il n'existe pas des pots avec des valves ou des clapets qui s'ouvrent et se ferment selon le régime moteur. Si, il y a des marques qui font ça. Il y a des marques qui font ça. D'ailleurs, c'est un truc assez commun même chez Harley Davidson. Harley Davidson, ils ont ce genre de truc. C'est sur mesure à faire. En vrai, les échappements à clapet comme automobile, ce serait cool. Ouais. Petite info que la police ne connaît pas, quand ta peau à crâne n'est pas homologuée, c'est un sticker collé dessus, alors que quand c'est homologué, c'est forcément gravé sur le pot. Ouais, bah après, tu sais... Elle fait un bruit de... Non, mais elle grogne. Moi, j'adore ça. C'est pour ça que la Tuono, c'est la moto qui, moi, a le bruit de moteur qui me plaît le plus. Parce que vraiment, c'est vraiment une espèce de son caverneux comme un dragon. J'adore. J'adore. Fait un bruit de maçon en surpoids. C'était pas mal quand même. Bon, petite question. J'ai une autre petite question ici que je vais vous mettre. Qui est la question de Johan BRLT qui nous dit: as-tu prévu une vidéo sur l'essai de la CBR 600RR? Je me permets de répondre à cette petite question puisque en effet j'ai prévu de faire l'essai de la CBR 600RR et il s'avère que malheureusement l'essai était prévu dans pas longtemps là. J'avais eu Honda France au téléphone et en fait je devais la récupérer, sauf qu'en fait ils ont eu une petite galère, ils ont dû prêter des organes en fait de leur moto de démo pour une machine de course et qu'ils allaient en recevoir une autre, mais en termes de timing, eh ben j'ai pas eu le temps de la récupérer, en fait ça s'est pas fait, mais donc là je vais recontacter Honda France dès que je reviens du road trip au Portugal parce que je veux vraiment tester cette moto, ou alors aller faire un tour voir nos amis de chez Moto 91, mais c'est toujours plus simple quand c'est les marques qui me prêtent les motos. Parce que je peux les garder plus longtemps, j'ai le temps de faire tous mes contenus, alors que nos amis les concessions, on essaye de leur prendre leur moto que le week-end et de les ramener, voilà. Donc c'est vraiment très cool. Et donc pour répondre à la question finalement du revenir à cette question de la chicane avec ou sans chicane, moi personnellement je dis en fait à partir du moment où vous avez conscience que vous ne faites pas chier les gens autour de vous, moi j'ai rien contre. Typiquement par exemple à un moment donné je vais vous dire un truc, ça va peut-être me valoir les ennuis que ça me vaudra, mais quand j'avais la Yabusa, la nouvelle, la 2021 là, j'avais fait installer une 4 en 1 à Krapovic qui était déchicanée. Et en fait, franchement, la moto elle ronflait un peu. Alors j'avais DB Killer ou sans DB Killer, mais c'était quand même une ligne complète qui était faite pour augmenter les perfs et qui ronronnait comme il fallait. Mais même sans les chicanes, la moto faisait pas un bruit si élevé. Mais par contre, je m'amusais pas à passer à 6000 tours minute en ville. De toute façon, 6000 tours minute sur une Hayabusa, même en première, vous êtes à 140 km/h. Donc je pouvais pas le faire, c'est impossible. Mais c'était pas... je faisais attention, quoi. Et la Super Duke, quand j'avais le CRT, j'essayais quand même de faire un peu gaffe. C'est-à-dire j'essayais de pas dépasser les 2000 tours minute en ville, parce que je me suis dit, bon, bah voilà, je veux pas faire chier les gens. Mais je trouve que dire... non, être dans des cases, bah en fait non, et c'est pour ça que je suis un peu contre les principes du contrôle technique où on veut absolument dire non pour punir en fait ceux qui font n'importe quoi, alors que je suis sûr qu'il y en a qui font attention, voilà. Mais ouais, ça fait partie du jeu et ça fait partie des trucs qui sont
un petit peu chiant. Ça pour le coup... Fallait être à 1500 tours minute avec le CRT. Ouais, c'était très probablement... Non, c'était en vrai, il a raison. En vrai, il a raison, c'était très probablement plus 1500 tours minute que... Ouais, je peux pas lui donner tort là. Je peux pas lui donner tort sur ce coup-là à l'ami Vito. Parce que effectivement, ça faisait un bruit qui était assez phénoménal. J'ai une autre petite question à laquelle je vais répondre tout de suite. J'ai trouvé une autre façon de pouvoir les afficher les questions, donc je vais le faire comme ça. Et c'est super. Et là, on fait la transition. Ah ouais, mais vous, en fait, vous aviez l'image qui apparaissait, donc bah, c'est super. C'est pas très pertinent ce que je faisais. Bon, c'est pas grave. Donc, Panthère Nour qui nous dit, si tu devais choisir entre Roadster et Trail pour la vie. Alors ça, c'est une belle question. C'est une belle question, je te remercie de la poser, Panthère Nour. Parce qu'en fait, la question n'a pas la moindre once d'hésitation dans mon cerveau. C'est Roadster. C'est Roadster. C'est la Roadster TV. Bien évidemment, moi personnellement, si je ne devais choisir qu'une seule catégorie de moto et une seule, malgré l'amour que j'ai pour la Hayabusa, ce serait quand même le Roadster. C'est la moto qui me définit le mieux, c'est la moto qui correspond le plus à qui je suis en tant que motard, qu'est-ce qui me définit en tant que motard. Et pour le coup, effectivement, si je n'avais que un seul type de moto à choisir, et ben ce serait celui-là, ce serait le Roadster, parce que vraiment c'est des machines que j'adore. J'ai eu beaucoup de Roadster dans ma vie, hein. J'ai eu plusieurs Super Duke, j'ai eu Tuono, S Miller, B-King, beaucoup de B-King, donc... Moi, ça reste les sportives, nous dit Kazeshini. J'aimerais rouler en sportive jusqu'à ma mort. Et bah écoute, déjà, je te souhaite qu'elle soit le plus loin possible, hein, voilà, ça c'est déjà important. Et ça montre bien que bah, chacun a ses préférences. Je suis sûr qu'il y a les dingos du trail, ceux qui kiffent les sports GT, ceux qui ne jurent que par les grandes routières, ceux qui adorent les customs. Et c'est ça aussi qui fait que la communauté motarde elle est chouette. Et que quand on n'est pas obtus, qu'on n'est pas con, et ben on peut tous apprécier ce que les uns et les autres ils font et ils kiffent et ils prennent, tu vois. Moi personnellement, je suis fermé à aucune catégorie et j'ai pris du pied sur toutes les catégories de moto. Je regrette un peu de ne pas avoir essayé autant de custom que j'aurais voulu, des Harley, etc. Parce que c'est une catégorie sur laquelle je suis encore un peu novice. Mais ouais, c'est ça. Et moi, en fait, vraiment, ce serait le Roadster, tout simplement. Ce serait vraiment le Roadster parce que c'est la catégorie qui, moi, me fait le plus kiffer, tout simplement. Il n'y a pas d'autres trucs. Et alors, du coup, attendez, parce que j'ai vu qu'a priori... La vérité, j'aime au moins une moto dans chaque catégorie, excepté les supermotes. Et ben, je vais te dire, c'est le R. J'ai beaucoup aimé la Hypermotard 698 mono, j'ai trouvé que c'était rigolo. Mais la Hypermotard 950 RVE, c'est vraiment une moto super chouette. Moi, personnellement, je me suis beaucoup amusé avec. Encore une fois... C'est pas forcément une machine que j'achèterais, mais j'avais kiffé. Je m'étais dit, putain, c'est vraiment cool comme moto et j'avais trouvé ça juste trop chouette. On va aller vite fait sur Facebook, les amis. Enfin, je vais vite fait sur Facebook juste pour aller récupérer les petites questions parce qu'a priori, il y avait des questions. Donc, je vais aller regarder ça. Mais vous pouvez continuer à me poser des questions, vous inquiétez pas. Je réponds. Hypermotard, c'est un jouet pour grand enfant. Non, mais c'est complètement ça. Mais du coup, je trouve ça fun. Parce que c'est vraiment un positionnement qui est différent. C'est très chouette dans la façon comme c'est approché. Et moi, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Il y a vraiment un côté débile à la machine, mais en même temps, bah ouais, c'est cool. C'est cool. Et alors, du coup, comment... Ah, mais on peut pas répondre... modifier la confidentialité... Retirer la photo de la story. Bah écoutez, si vous avez des questions sur Facebook, n'hésitez pas à venir nous les poser parce que moi j'arrive pas à trouver comment les consulter. Quelle est la marque de moto que tu préfères si tu en as une? Alors là pour le coup c'est la question à pas poser. C'est la question à pas poser, pas parce qu'elle est sensible, juste parce que j'ai pas de réponse à te donner. Je n'ai pas de marque de moto préférée parce qu'en fait j'ai au moins une moto que je surkiffe dans chaque marque de moto principale. Bien évidemment, après si on rentre dans les petits constructeurs, c'est un peu plus compliqué, mais même là, je peux faire un petit truc. D'ailleurs, ce serait trop drôle un jour
que on se fasse une espèce de tier list de ça, une émission de tier list où je vous donnerai mes motos préférées de chaque marque. Quelles sont les machines que je kiffe le plus sur chaque marque. Mais il y en a une dans chaque marque. Je dirais que la seule marque sur laquelle j'ai pas une moto qui me fait, je vais être un peu cru, bander de ouf, mais j'en aime quand même pas mal dedans, c'est Honda, qui a peut-être un poil moins de motos qui me font rêver de par tous les aspects qu'elles ont, mais Honda, ils ont quand même la Goldwing, qui est quand même une machine exceptionnelle, ils ont la CBR 1000RR, la nouvelle, qui est magnifique, surtout avec son coloris rouge, blanc et bleu. La SP, là, la première qu'ils avaient sortie, là, la nouvelle, elle était incroyable. Et après, Kawasaki, ZH2, H2SX, Ninja 1000 SX que je trouve aussi super stylé. Chez Suzuki, bon bah là, B-King, Hayabusa, y a de quoi faire. Chez Yamaha, la MT-09, la MT-10, moto trop stylée. BMW S1000R, S1000R RM, 1000RM, 1000RRM, 1000XR, il y en a des millions. Aprilia RSV4 Tuono. KTM avait l'air d'être dans ton cœur sur ces vidéos. J'adore KTM comme marque, hein. J'adore parce que la Super Duke c'est une moto que j'adore, mais pas spécialement plus la marque. Je suis pas piqué KTM, tu vois vraiment. GEX 750, bah toute une culture, tout un monument la GEX 750 bien évidemment. Tu penses quoi des cruise control à installer soi-même sur la poignée? Alors, j'aime bien parce que je trouve l'idée cool. Attention, j'en ai essayé plusieurs, hein, parce que moi, fut un temps où la Hayabusa, c'était une moto qui, à une époque, quand j'étais encore jeune motard, j'essayais de trouver des solutions pour la rendre un peu plus vivable au quotidien, même si c'est pas une hyper sportive. Et effectivement, j'avais essayé des trucs, j'avais essayé des systèmes avec des espèces de petites pinces que tu mets au bout du guidon. Et en fait, quand tu tournes, après, tu peux appuyer comme ça. D'ailleurs, c'était plus vers l'intérieur. Et en fait, ça bloquait la poignée. Si c'est des systèmes qui sont sécurisés dans le sens où quand tu freines ça relève le truc etc, why not, c'est du DIY, ça marche pas toujours extrêmement bien mais c'est pas grave. Par contre si ça commence à devenir des trucs un petit peu dangereux à utiliser, là il faut vraiment faire attention parce que ça peut se retourner contre nous. Je vais prendre une autre question que j'avais vue sur Instagram à laquelle j'ai répondu sur mon live TikTok de ce matin, mais peut-être qu'il y en a certains qui se posent la question et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que finalement il y a vraiment un sujet à traiter là-dessus. Question FAQ, hop, elle est où la question? Elle est là, elle est ici, sauf que il va falloir que je la réinitialise parce que sinon transformation, réinitialiser la transformation, voilà elle est là. Donc la question c'est Akrapovic 3KS qui nous demande je suis en GS 1250, quelle serait la prochaine moto pour moi? Et bien évidemment la BMW R1250 GS, hein, donc la légende, hein, c'est une machine qui est colossale en termes de comment dire, de popularité. C'est une machine absolument folle, hein, en termes de popularité et c'est une moto sur laquelle et ben en fait on peut se poser la question finalement après ça tu vas où, tu fais quoi, c'est quoi ton prochain truc, parce qu'au final ça reste une moto qui est quand même extrêmement agressive, je dis n'importe quoi, extrêmement polyvalente, pardon, je pensais à la GEX 750, je regardais le commentaire de Kazeshini, c'est une moto extrêmement polyvalente, c'est une moto qui est vraiment fantastique, et au final, bah pour moi c'est simple, si tu es piqué 1250 GS, ta prochaine moto, c'est celle-ci. Ni plus ni moins. Parce que la 1300 GS, on a beau dire ce qu'on veut, hein, la gueule, le look, tout ça, la 1300 GS, c'est une dinguerie. Et c'est vraiment la digne descendante de la 1250. C'est une moto qui est incroyable. Elle a perdu du poids, elle a gagné des caractéristiques de fou sur son moteur, elle est agréable à piloter, elle réussit l'exploit de mélanger un nombre de caractéristiques complètement malades. Et ça, pour le coup, il faut le dire, c'est fou. Cette machine, elle est folle, vraiment. C'est une moto exceptionnelle à tous les niveaux. Et pour le coup, bah, si vous devez un jour avoir une 1250 GS, pour moi, la suite logique, c'est ça. Après,
c'est pas nécessairement la seule alternative qui existe. Il peut y avoir d'autres machines qui peuvent être extrêmement intéressantes si vous voulez par exemple aller un petit peu plus loin, on va dire, dans les motos de type trail et un petit peu costaud comme ça. Vous avez la possibilité aussi de partir sur 2 autres machines. La première d'entre elles, je suis en train juste de vous les trouver, d'accord. La première d'entre elles, ça va être ici. Hop. Ça va être cette moto. Donc la Ducati Multistrada V4, hein, qui est vraiment une machine folle. Une machine folle. Hein. Je répondrai à ta question juste après, Adrax, hein, pas de souci. Donc Multistrada V4, là tu passes vraiment sur un truc un peu plus sportif, un peu moins polyvalent et un peu moins technologique qu'une 1250 GS, parce que vraiment BMW c'est les seigneurs du monde et de la terre entière quand il s'agit de technologie sur les motos de type trail, baroudeur, etc. C'est vraiment les meilleurs, il n'y a rien à dire. Merci Arna1306 pour ton follow, merci pour toutes celles et ceux qui sont sur le chat et vous n'avez pas encore follow la chaîne, merci de le faire si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça me soutient énormément. Avant qu'on passe au stade suivant des subs dont je vous parlerai après, vous allez pouvoir vous sub gratuitement à la chaîne si vous avez Amazon Prime, mais c'est pas encore tout de suite. Et merci Goultar pour ton message, merci beaucoup, c'est adorable. Et sinon vous avez la possibilité de partir sur la 1290 Super Adventure S, qui est une moto équipée du moteur de la Super Duke, un peu assagie, 160 chevaux, ça reste quand même un monstre, et qui nous sort, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est plus de 140 Nm de couple je crois, 138, donc ça va, c'est raisonnable. Non, ça reste quand même des trucs qui sont extrêmement violents. Donc vraiment, pour moi, c'est les deux trucs sur lesquels tu peux suivre. Tu peux aussi t'orienter sur une petite Tracer 9 GT+, pardon, qui est aussi une moto exceptionnelle. Adrax qui nous demande d'où vient ta passion pour la moto et combien de machines as-tu possédé. Alors, en gros, pour vous faire un résumé rapide de ma vie finalement. Moi en fait quand j'avais 9 ans, j'avais une personne de ma famille, la fille de ma marraine, qui sortait avec un jeune homme qui était motard. Et ce jeune homme en fait il possédait une Hayabusa. Et en fait, cette machine, je l'avais déjà vue dans des magazines. Et j'étais pas du tout branché moto à l'époque. Hein. J'avais juste vu cette moto dans des magazines et je m'étais dit, waouh, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle est belle cette moto. Elle est incroyable. Elle est phénoménale. Et donc, j'étais en vacances au Portugal chez mes grands-parents. Et là, j'ai ma grand-mère qui me dit, viens à la fenêtre. J'ai quelque chose à te montrer. Puis moi, j'étais en mode. Cousine, laisse-moi tranquille, je vais aller regarder Dragon Ball, je vais aller regarder Power Rangers, je veux manger mon yaourt, et taper mes meilleures tartines. Mais il s'avère que je l'ai suivi. Et en fait, quand je suis arrivé au balcon, en fait, c'était au premier étage, quand je suis arrivé, je vois en bas le copain, l'ex-copain malheureusement de cette personne, parce qu'il est décédé, en bas, qui m'attendait avec la Hayabusa. Et cette image, en fait, elle est restée marquée à tout jamais dans ma mémoire. Et en fait, il s'est passé beaucoup de pendant lesquelles, en fait, je n'ai absolument pas touché au monde de la moto. Mais genre, vraiment pas. Et à 22 ans, ça s'est réveillé, c'est revenu. Et je me suis dit, je vais passer le permis moto. Et donc, j'ai passé le permis moto donc en 2012. Donc là, ça fait 12 ans. Et en fait, ça a été un changement de vie pour moi, ça a été un changement de mode de vie pour moi, de philosophie de vie, parce que la moto c'est devenu un truc qui m'habite au quotidien, que j'adore. Je ne dors pas moto, je ne vis pas moto, hein, entendons-nous bien, hein. La moto c'est une passion, mais si vous voulez, moi en fait j'ai trop de passion dans ma vie pour me restreindre à la moto. C'est une passion énorme que je partage avec vous et dont je suis ravi de pouvoir aujourd'hui vivre et partager ça avec vous, mais j'ai d'autres passions comme les jeux vidéo, comme les arts martiaux, le sport, j'ai d'autres passions. Mais voilà. Et après, combien de motos j'ai possédé? Trop déjà, beaucoup trop pour ma propre santé physique, mentale et financière. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté le compte j'étais à 35 motos en 12 ans. Je changeais énormément de motos, j'ai souvent eu les mêmes machines, donc Hayabusa, B-King, Super Duke, Tuono, S1000R, c'est des motos que j'ai eu à de nombreuses reprises. Je suis revenu très souvent à des machines que j'aimais beaucoup. Et aujourd'hui, actuellement, c'est quelque chose que vous n'en avez peut-être pas l'information et la conscience, les amis. Moi aujourd'hui, j'ai plus de moto.
Aujourd'hui, j'ai plus de moto fixe en fait. Je me suis séparé du Biking il y a quelques temps de ça. Je l'ai vendu d'ailleurs à Antoine, que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne, mon meilleur ami. C'est lui qui est le possesseur du Biking, donc c'est resté dans la famille. Mais là aujourd'hui, j'ai plus de moto fixe. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y avait absolument aucune raison que je continue à entretenir une assurance et de rouler une moto dans une situation où j'essayais vraiment de mettre le maximum de sous de côté parce que j'ai le chômage qui se termine en novembre et que en fait j'ai des concessionnaires, dont notamment Espace Murit, mon partenaire principal, qui me prêtent des motos sur des durées des fois de 2-3 semaines. Donc voilà, en vrai, donc aujourd'hui j'ai plus de moto. Et si je devais me racheter une moto demain et si j'avais les sous, ce serait une Hayabusa. D'abord, je sais que la ZH2 j'en ai beaucoup parlé, mais j'ai des comptes à régler avec la Hayabusa avant de reprendre une autre moto. Donc voilà, pour répondre à ces questions. Tu conseilles quel moyen de paiement lors de la vente de la moto et quelles précautions prendre? Elle est finie la maquette de la M1. Non mais super Axelou, s'il te plaît, pose pas des questions comme ça. Parce que t'as extrêmement raison, mais du coup ça me fait mal au cœur. Non, elle est pas finie, et je sais pas quand est-ce qu'elle sera finie. Faut que j'engage quelqu'un. Donc pour répondre à la question de C'est le R, quel moyen de paiement je recommanderais? T'as plusieurs options. Le chèque de banque, c'est quelque chose qui est extrêmement sécurisé à partir du moment où tu prends les bonnes précautions. Les bonnes précautions, c'est vraiment, tu demandes le chèque en photo avant. Tu appelles l'agence de la personne sans qu'elle te donne elle-même le numéro de l'agence pour pas qu'elle te donne un faux numéro où tu vas tomber sur quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de l'agence et c'est juste un coup monté. Donc tu lui demandes le chèque, elle t'envoie le chèque en photo, tu regardes le nom de l'agence, tu vas trouver le nom de l'agence sur internet, tu appelles l'agence et tu demandes à faire vérifier le numéro du chèque. Ça, c'est la première précaution à prendre qui est très importante. Après, lors de l'achat, moi, ce que je recommande, c'est de faire des achats en 2 fois. Il y a des fois où on peut pas faire autrement, on se déplace et on veut acheter la moto en même temps parce qu'on vient de loin, Dans ce cas de figure, le mieux, c'est d'avoir le maximum de photos possibles avant. C'est très 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 important d'avoir le maximum de photos possibles avant de la moto parce que tu sais jamais dans quel état elle peut être. Donc tu fais ça. Moi, j'ai eu des trucs, là, il y a pas longtemps avec Mathilde. Anecdote de ouf, il y a pas longtemps je voulais acheter un Biking, c'était avant d'acheter celui que j'ai eu, vous savez, et j'en avais vu d'autres, et je pars à Gaillon. On rigolait parce qu'on disait on part à Gaillon, et en fait c'était à genre 1h30, 2h de route quoi, fallait faire du chemin tu vois, et on arrive sur place. Et là, petit pavillon, truc tranquille, il y a un monsieur avec son fils, donc le monsieur il avait 60-65 ans, le fils il en avait une trentaine. Propre sur eux, aucun problème. Et puis je commence à faire le tour de la machine. Et puis là, je vois genre une énorme fissure le long de la moto. Et là, je me dis mais enfin il se fout de ma gueule. Je dis mais excusez-moi, la moto elle est tombée là. Et il me dit oui mais c'est pas grave, c'est rien ça. Comment ça, frérot, c'est pas grave? Comment ça, c'est pas grave? Oui, c'est madame qui avait vu la fissure, effectivement. Il faut lui donner son crédit, sinon elle est pas contente. Mais c'est vrai, c'est elle qui avait vu la fissure. Et je me suis dit, mais eh ben, il y a des gens qui font ça. Donc ça, il faut vraiment faire attention, essayer au maximum, et surtout, partez dans l'esprit que la moto, vous allez pas repartir avec. Si vous partez dans l'esprit que la moto, vous n'allez pas repartir avec, vous allez être très attentif à tous les petits détails qui peuvent vraiment être chiants sur la moto et vraiment poser problème. Ça, c'est vraiment un truc hyper important. Après, il y a des contrôles à faire, faut vérifier que les joints spin ne fuient pas, faut s'assurer que la personne elle a le carnet d'entretien, enfin les factures d'entretien, ça c'est super important. J'ai eu une autre histoire. J'ai eu une autre histoire que je vais vous raconter, qui est que, en fait, avant de prendre le Biking, j'avais décidé de racheter une Hayabusa, et vous savez, les Hayabusa de 2012. Je crois que c'était une 2012. Je vais vous montrer ça. Je vous montre. Ah bah, c'était exactement celle-là. Hop. Attendez. Voilà, c'était celle-là. Enfin, c'était pas ce modèle-là précisément, mais c'était celle-ci, juste là au-dessus. Donc c'était ce modèle-là. Donc c'était les modèles. D'ailleurs, je dis une connerie parce qu'en fait, c'est pas possible parce que c'était un modèle. C'était celle-ci, c'était celle qui ont le.
C'était celles qui ont le freinage Brembo. Elle avait les Brembo Serior. Bref. Et j'achète la moto à un monsieur qui, en fait, le gars, il avait 60-65 ans passés, vraiment. Tu vois, le mec, vraiment... et le mec, c'est le premier propriétaire de la moto. Premier proprio de la moto. Et elle claque tellement dans ce coloris. Mais de quoi tu me parles? T'es venu la chercher avec moi, la moto? Tu sais le coloris? Le mec, il s'étonne. Il me dit, elle claque tellement dans ce coloris, il est venu la chercher avec moi. Non mais je te taquine. Et en fait, du coup, le mec, il avait toutes les factures, sauf une facture, celle du jeu soupape, la facture des 48 000 km. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, le mec a l'air vraiment d'être hyper attentif. J'étais avec Victorien, j'étais avec Antoine, voilà, on avait fait le truc bien. Et en fait, la moto, je la prends. Et en fait, je m'étais dit que je ferais un petit check-up de la machine chez un concessionnaire Suzuki, pas loin de chez moi. Et en fait, je pars avec la moto et je vais sur Paris. Je fais un petit tour dans Paris, etc. machin. À un moment, je m'arrête à un feu. Et là, la moto, elle me fait une jauge de température. Enfin, elle me fait un voyant de température moteur. Et là, je fais oula, j'aime pas ça. Je commence à rouler. Je roule 20 mètres. Le voyant s'arrête. Je m'arrête 100 mètres plus loin à un feu. Voyant température qui s'allume à nouveau. Ah, je fais ok, d'accord. Ok, bon, c'est super. Et donc en fait, finalement, au lieu de faire une espèce de semi-révision, quand je suis allé chez le concessionnaire, je leur ai dit ce que je veux, c'est que vous me fassiez un contrôle de la moto. Vous me vérifiez qu'il n'y a pas un problème. Et donc les mecs qui contrôlent la moto, ils m'appellent après, ils me disent, mais en fait, les deux ventilateurs de la moto sont morts. Et ils sont morts depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils sont encrassés, ils sont tout durs, donc ça n'a pas arrêté de fonctionner hier l'histoire, et là en fait on peut pas vous dire quand est-ce que vous risquez de faire un joint de culasse sur la moto. Et j'ai fait non je veux pas faire un joint de culasse sur une Hayabusa, c'est hors de question. Donc le mec, je le rappelle et il me dit ouais non, moi j'ai rien à voir là-dedans, j'ai rien fait, etc. Je lui dis écoutez, moi je comprends votre bonne foi, il y a pas de souci, hein, je peux tout à fait comprendre que vous ayez rien à voir là-dedans. C'est faux, hein, le mec savait pertinemment, ou alors il avait pas fait gaffe et il a jamais vu qu'il avait des voyants de température sur sa moto, parce que forcément il en a eu, tu vois. Et je lui dis bah écoutez, moi la seule chose que je peux faire, c'est le dernier recours, c'est qu'on passe par un expert et ils verront eux-mêmes, les experts verront et s'entendront eux-mêmes pour voir ce qu'on fait. Étonnamment, le mec le lendemain m'a rappelé en me disant bon bah on annule la vente quoi, voilà, je suis bon prince. Je dis ah c'est bien que vous soyez revenu à la raison quoi. Donc ça c'est un truc auquel il faut faire attention quand vous achetez des motos à des particuliers. Prenez des motos qui sont soit sous garantie, soit avec des carnets d'entretien de fou. Il s'arrête pas au feu rouge, bah, en même temps c'est ça, hein, les freins c'est pour les lâches, donc peut-être que le mec il a interpolé, il s'est dit bah vas-y, il a extrapolé de ça, il a dit bah vas-y, moi je m'arrête jamais, et il était encore en vie alors que la moto avait 65 000 km, donc c'est fantastique. Donc faut faire très attention à ça, quand vous achetez auprès d'un particulier des motos comme ça, faites toujours très attention parce que ça peut vraiment être un truc qui peut se retourner contre vous, donc gardez ça en tête. Le souci c'est que maintenant les carnets d'entretien sont souvent électroniques, mais si les carnets d'entretien sont électroniques, c'est pas grave, ça veut dire que tu peux traquer l'entretien de la moto, donc c'est même mieux. Tu t'adresses à une concession, tu leur dis bonjour, je vais acheter la moto de Gérard Durand, machin. Voilà. Et Adrax qui dit j'irai toujours chez un concessionnaire plus cher mais plus safe, c'est une réalité. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'entends un bruit de fond. C'est la musique qui fait ça? Ok, c'est peut-être la musique. Mais tu peux acheter une moto chez un particulier. La seule chose qu'il faut, c'est qu'en fait, la moto, elle soit comment dire, sous garantie. Si la moto, elle est sous garantie, tu t'en fous. La moto, s'il y a un problème, tu passes la moto en garantie, tu vérifies quand même qu'elle n'est pas fracassée, la moto. Mais ça se fait, tu vois. C'est pas un problème. Par contre, effectivement, si la moto, elle n'est pas sous garantie, fuyez ça comme la peste. Parce que vraiment, ou alors... faut connaître... Vous savez, par exemple, le Biking, c'est une moto, bon, on peut tomber sur des hurluberlus, mais la plupart des gens qui possèdent des Bikings, ça reste des passionnés, qui font très attention à la machine, qui sont très attentifs avec, très maniaques, et du coup, c'est un peu plus chaud de se planter. Si vous pouvez l'acheter chez un professionnel qui peut vous garantir que la moto, elle est cool, voilà. La sensation d'aller chercher sa moto neuve d'une concession, c'est quand même incroyable. Ah oui, et il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, c'était Vegeta qui disait « As-tu déjà eu une moto neuve ?» Oui, j'ai déjà eu une moto neuve. C'est pas quelque chose qui m'est arrivé très fréquemment, ça m'est arrivé je crois
3-4 reprises dans ma vie. Donc sur 35 motos, vous voyez que c'est une proportion de 10% environ. J'ai eu une Speed Triple 2013 neuve. J'ai eu une Tuono V4 APRC, donc les 2014 neuves. Je crois que j'ai eu une Super Duke neuve. Oui, j'ai eu une Super Duke neuve, tout à fait. J'avais eu un prix dérisoire. Et je crois que c'est tout. J'en ai peut-être eu une autre, mais je crois que c'est tout. Et sinon, la plupart, je les achetais neuves occasion ou en occasion, mais bien entretenues, etc. J'ai eu très peu de galères avec mes motos. Hein. Vraiment, j'ai eu très peu de galères avec mes motos. Quels sont les avantages d'acheter une moto neuve par rapport à l'occasion niveau finance? Absolument aucun. Absolument aucun, Super Axelou. Il n'y a aucun avantage à acheter une moto neuve au niveau financier par rapport à de l'occasion. Ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Parce que au final, tu vas payer ta moto plein pot. Enfin, on dit souvent le neuf c'est pour les pigeons. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même cette notion de se dire c'est ma moto, elle m'appartient, je l'ai rodée, etc. Mais en termes d'intérêt pur au niveau financier, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ça, tu tournes la clé, tu perds 10%. Et encore, ça dépend des marques, ça dépend des modèles. Il y a des modos où c'est plus. Donc, par contre, les motos d'essai en concession, jamais j'achèterai. Alors, ça, parce qu'il y a cette notion que c'est des motos qui ont été maltraitées, parce qu'elles sont passées entre les mains de plein d'essayeurs, etc. Faut vraiment se méfier de ça. Parce que moi, j'ai eu des motos de démo, j'ai eu des motos d'essai, des motos de démonstration, ce qu'on appelle les motos de direction. Mais il faut savoir aussi que les motos viennent avec des garanties, que ça dépend vraiment. Tu vois, ça peut être un pari. Mais tu peux aussi La moto, si elle est sous garantie, en règle générale, les motos d'essai, c'est des motos qui sont dévalorisées quand même de façon correcte. Et en plus de ça, qui ont encore beaucoup de garanties. Si par exemple, au moment de l'acheter, tu dis, bah écoutez, vous me claquez gratuitement une extension de garantie en plus. Franchement, après si tu dépends de ouf de ta moto, que c'est une marque qui est peut-être un petit peu plus délicate et que tu dis si jamais ma moto elle tombe en panne pendant 1 semaine ou 2 semaines, je l'ai pas, c'est la fin du monde parce que j'en ai besoin pour aller bosser, ouais, il vaut mieux faire attention. Après ça dépend vraiment de vos circonstances personnelles. Mais par contre oui, les avantages d'acheter une moto d'occasion par rapport à du neuf, enfin il y a que des avantages parce que ça n'a aucun intérêt d'acheter une moto neuve en termes d'avantages financiers. Il y en a pas, il y en a juste pas. Ça par contre c'est un truc, il faut le garder en tête parce que bah ouais c'est un truc à savoir. C'est un truc à savoir vraiment. Hop. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est pas mal hein. On a bien discuté. Ah Goultar, excuse-moi, désolé mon ami, t'avais posé la question sur les Versys. Alors, les Versys, c'est des motos que j'ai pas beaucoup roulé, mais je sais que c'est des machines qui sont extrêmement polyvalentes. C'est pas des motos sensationnelles, je crois que la Versys 1000 est quand même pas trop mal parce qu'elle a un petit moteur qui est chouette, mais c'est des couteaux suisses et c'est des motos qui s'adaptent très bien à une personne qui va en faire un usage vraiment très courant, très quotidien, très peut-être même un peu baroudeur, voyager un peu avec. Je dirais pas que c'est les motos les plus sensationnelles du monde, loin de là, mais par contre c'est des motos qui à mon avis sont vraiment très chouettes pour quelqu'un qui veut un truc sur lequel il peut se reposer, tu vois. Vraiment la Versys pour moi je la vois comme ça, c'est un peu l'Africa Twin de Honda, enfin l'Africa Twin de Kawasaki du coup, vraiment je le vois comme ça, c'est des machines qui sont cool dans ce sens là, donc voilà. Qu'est-ce qu'on se dit là? Est-ce que vous avez une dernière question? Parce que là, l'enregistrement est à 57 minutes. Peut-être que vous avez une dernière question à poser. Niveau assurance moto, des cools et des APA à aller. Alors malheureusement, la seule assurance que je connaissais moi, c'était AMV. Enfin, c'est la seule que j'utilise depuis le début. Voilà. Je saurais pas te dire s'il y en a des meilleures ou des moins bonnes. Peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui pourront recommander. Je sais que Victorien fut un temps aurait recommandé Stan Ménard, mais bon, malheureusement aujourd'hui c'est plus possible. April Moto est top, nous dit Vito. Bah écoute, pour le coup, autant on va dire ses goûts en termes de voiture, je te dirais pas trop de le suivre, mais recommandations sur les motos et sur les assurances, pas trop de problème. Top mais cher. Qu'est-ce qui est top mais cher, Super Axel ou AMV? Ou tu parles d'April Moto? Parce que moi AMV... April Moto, d'accord.
Ils sont chers, mais ils sont bien... AMV, c'est connu pour ne pas être très cher. Bah, moi, franchement, j'ai toujours eu des tarifs assez intéressants chez AMV. Il y a vraiment zéro souci. Hein. Il y a Liberty Rider avec pour info. Sur April Moto, ils associent avec Liberty Rider. C'est cool, ça. Liberty Rider, c'est une appli grave stylée. Hein. Grave stylée. C'est vraiment bien, Liberty Rider. Vraiment, vraiment bien. Hein. Avant qu'on arrive à la fin du live, les amis, si vous n'êtes pas follow à la chaîne, je vous le demande, comme ça soutient un peu le truc. Si vous ne l'avez pas encore fait, ce serait avec grand plaisir. Le petit bouton follow qui vous engage à rien, c'est juste un follow de la chaîne. Je paye 32 € par mois tout risque pour une Tiger 900 GT Pro. Non, c'est cool, franchement, c'est cool. Mutuelle des motards, un peu cher, mais bien. J'ai entendu dire aussi que la mutuelle des motards, c'était cool, ouais. April Moto, ma Ducati Monster 1200S, je paye 26 € par mois en tout risque. Après, toi, peut-être, Guigui, je crois que tu m'avais expliqué que tu avais pas mal d'expérience de moto. Je pense que tu dois déjà peut-être avoir ton bonus à 50. Il y a aussi des assurances qui font l'abonnement In and Motion moins cher pour les airbags. Ah d'accord, ok. Ah attendez, je vais vous montrer un petit truc avant qu'on finisse le live. Quoique, on va le finir et je vous montre un truc juste après, avant de prendre ma petite pause café et qu'on commence à jouer, d'accord? Mais je voudrais juste vous montrer un truc. Des réductions sur CF Moto, oui, elle Magnifico, faut que tu ailles chez S-Quad, faut que tu les appelles. Si c'est un peu loin, par contre, j'en suis désolé. Mais oui, il y a des petits trucs qui peuvent être faits. Et puis surtout, si tu achètes chez eux, je viendrai te livrer la moto moi-même. Enfin, je viendrai en personne te faire la remise des clés le jour où tu viens la chercher. Mais oui, il y a des petits trucs, donc n'hésite pas à les contacter. S-Quad, David, juste. 62 € chez April pour le Monster, pas 26. Oui, d'accord, ok. Ok, Guy. Oh, ouais, mais c'est bien, hein, c'est super, hein, 62 € pour une 1200S. La Monster 1200S, c'est quand même une moto, c'est posé, quoi. Et puis ça a une notion financière, une Monster, ça reste une machine, c'est Ducati, donc non, c'est très bien, hein. 62 €, c'est très bien. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là pour ce live, ne vous en allez pas, hein, ceux qui sont sur Twitch, hein, c'est juste la partie YouTube, hein, voilà, et nous on continue après, on a encore des trucs à faire, mais merci d'avoir été là sur le live, merci aussi à ceux qui nous ont suivis sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis on aura d'autres petites occurrences comme ça, des interactions, j'essaierai de faire des lives assez régulièrement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et puis on se dit à très bientôt, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.